Merci encore une fois d'être là avec nous pour ce troisième webinaire des Jeudis de la Recherche. Je me présente de nouveau. Je suis Antonella Corvaglia, enseignante et chargée de mission au sein de la DRAN et je suis accompagnée aujourd'hui aussi de ma collègue Marjorie Bertrand, enseignante également et chargée de mission à la DRAN dans le service Valo. Et nous accueillons aujourd'hui en visio nos deux intervenants qui ont accepté gentiment de nous parler de la motivation et de l'engagement en classe. On peut déjà voir à l'écran Isabelle Digard, IAIPR de SVT, pilote de la CARDI de Versailles. Et nous verrons d'ici quelques instants Amaël André, professeur des universités et directeur de l'INSPE d'Oran-Normandie. Alors, je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire et les intervenants y répondront à la fin de leurs interventions. Voilà, donc nous allons prendre note de vos questions, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. J'aimerais poser une question assez large et en même temps essentielle qui est le cœur en fait de votre thématique d'aujourd'hui. Alors, on se demande pourquoi certains élèves s'investissent dans les situations d'apprentissage alors que d'autres se désengagent et parfois ou souvent décrochent. Comment peut-on identifier les processus, mais aussi les leviers psychosociaux qui favorisent l'engagement des élèves en classe et quels outils vous pouvez proposer pour nous donner et donner à nos participants des pistes utiles? Très bien, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité sur ce webinaire. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus explicite possible et le plus utile voilà, sur la thématique de l'engagement des élèves. Et donc mon approche sera une approche en psychologie sociale, qui est une approche effectivement complémentaire à ce que va présenter Isabelle, qui est plus en psychologie cognitive. Donc déjà, on a un élément clé important, c'est que l'engagement, en fait, est l'élément clé sur lequel on travaille dans mon équipe. Alors pourquoi c'est un élément clé, l'engagement des élèves? Parce que bon, déjà, c'est l'investissement. C'est quoi? C'est l'investissement en temps et en énergie dans les situations scolaires, d'enseignement, apprentissage. Donc c'est un élément clé parce que d'une part, l'engagement est un fort prédicteur des apprentissages scolaires académiques. Bon, tout ce qui donc est des apprentissages scolaires habituels. Et donc l'engagement, de nombreuses études et des mécanismes montrent que l'engagement, c'est une condition des apprentissages qui est cruciale. La deuxième chose, c'est que l'engagement est à l'interface entre ces apprentissages scolaires et les compétences psychosociales. C'est-à-dire que l'engagement est fortement associé aux compétences émotionnelles, sociales, cognitives, la capacité à planifier, la capacité à s'autoréguler. Et donc pour le coup, c'est un indicateur intéressant, puisque à l'école, on cherche bien à développer à la fois des savoirs, des apprentissages et des savoirs scolaires, mais aussi des compétences psychosociales. Et puis, l'engagement est à la fois une préoccupation, la première préoccupation des enseignants aujourd'hui. Avant, c'était les enseignants débutants principalement, mais maintenant, c'est aussi des enseignants expérimentés. Et puis, c'est une condition de leur bien-être. C'est-à-dire des classes engagées, c'est des profs heureux. Donc, tout le monde est gagnant avec, si l'engagement est élevé, à la fois les élèves, à travers les apprentissages scolaires et les CPS, mais aussi les enseignants et leur bien-être au travail. C'est donc un élément cible, un élément clé. Mais l'engagement, finalement, c'est une notion assez vaste, hein, l'investissement en temps et en énergie. Donc, je ne vois pas la fin de mon diapo, mais j'imagine que l'auteur est signé, c'est John Marshall Reeve, qui a identifié des types d'engagement différents à partir d'observations de classe. Donc, vous avez, par exemple, l'engagement comportemental, qui est par exemple on donne un exercice aux élèves, les élèves le font. On a l'engagement affectif. Est-ce que les élèves ont plutôt l'air de s'ennuyer, bâillent, ou alors est-ce qu'ils sont plutôt intéressés, joyeux d'être en cours? Vous avez l'engagement cognitif, qui est un engagement très recherché à l'école. Par exemple, est-ce que les élèves, on leur pose un problème en mathématiques, est-ce qu'ils utilisent des stratégies de recherche de solutions à ce problème? L'engagement agentique. L'engagement agentique, c'est un engagement que les profs aiment bien parce que c'est des élèves qui sont acteurs du cours, qui sont proactifs, qui participent à l'oral, qui posent des questions pour mieux comprendre, et qui font des propositions. Et puis, il y a l'engagement social également, qui a été identifié comme un 5e type d'engagement, qui est finalement l'engagement qui est lié aux interactions que les élèves peuvent avoir entre eux pendant le cours et qui peuvent être positives, négatives ou absentes. Donc, on s'aperçoit qu'à travers cette
catégorisation, on a déjà quelque chose qui est plus précis par rapport à l'engagement. Mais on a une classification encore plus intéressante qui a émergé plus récemment sur une équipe américaine, c'est en psychologie sociale, et là, qui concerne l'engagement cognitif. Et c'est ce qu'on appelle des niveaux d'engagement. Alors ces niveaux d'engagement, ils sont comment dirais-je, ils ont été observés en classe, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses classes qui ont été observées, et puis à partir de là, les chercheurs ont essayé de catégoriser des types d'engagement et des niveaux d'engagement. Alors, déjà, il y a l'absence d'engagement. L'absence d'engagement, c'est quoi? Ce sont des élèves qui font autre chose que le cours, c'est-à-dire qui parlent entre eux d'autres choses, ou alors qui jouent avec leur portable discrètement pour dialoguer sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc là, on a une absence d'engagement. Ensuite, on a l'engagement passif. Un engagement intéressant parce que l'engagement passif, c'est le fait d'être attentif. Par exemple, l'enseignant explique un concept et les élèves, finalement, l'écoutent en train d'expliquer ce concept. Et puis, on a un engagement un peu plus élevé, un niveau d'engagement qui est l'engagement actif. L'engagement actif, c'est quoi? C'est que là, il y a une action qui est faite de la part des élèves. Par exemple, vous posez une question fermée, je sais pas moi, là, puisqu'on est en Île-de-France, quelle est la capitale de la France? Il y a un ensemble de mains se lèvent pour répondre. Et là, on est sur une forme d'engagement actif. Ou alors, vous demandez aux élèves de noter quelque chose sur leur cahier ou sur leur tablette, et les élèves le font. Et puis, on a un niveau d'engagement encore plus élevé, qui est l'engagement ici constructif. Je ne sais pas si vous voyez mon stylo. L'engagement constructif en rouge. Alors, l'engagement constructif, là, par contre, il y a une forme donc de construction du savoir. Et là, l'élève, il est capable, par exemple, de reformuler, de faire des synthèses sur ce que vous avez dit. Il est capable aussi de chercher lorsqu'il a un problème qui est posé. Et il est capable de faire des propositions, il est capable de poser des questions. Et donc, cet engagement constructif, c'est un niveau d'engagement cognitif plus élevé. Et puis, vous avez le niveau le plus élevé d'engagement, qui est l'engagement constructif, mais à plusieurs, où il y a parfois de la confrontation de points de vue, de la co-construction, du conflit socio-cognitif, de manière argumentée. Et donc, c'est un engagement interactif. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que tous les niveaux d'engagement sont intéressants. Et les élèves vont osciller pendant une séance, vont osciller entre ces différents types d'engagement. Mais ce que montre cette équipe de recherche, c'est que les deux premiers niveaux d'engagement, donc engagement passif et actif, qui sont appelés niveaux d'engagement de surface, en fait, ils ne sont pas garants d'apprentissage à moyen et long terme. Seuls les niveaux profonds, engagement constructif et interactif, permettent finalement des apprentissages à moyen et long terme. Or, ce qu'on voit dans les classes, et ce qui est observé pas simplement en France, mais au niveau international, c'est que les niveaux d'engagement constructif et interactif sont peu mobilisés par les élèves pendant les cours. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de dire que l'engagement passif ou actif ne sont pas intéressants, ils sont intéressants. Mais à partir du moment où les élèves les mobilisent exclusivement, eh bien, en termes d'apprentissage, c'est pas optimum. Donc, l'engagement, on voit bien, donc, comme c'est un fort prédicteur des apprentissages et c'est fortement relié au CPS, c'est un élément important. Mais voilà, je vous ai fait un iceberg. D'ailleurs, là, vous voyez que c'est une diapo que j'ai faite moi-même, donc qui est beaucoup moins bien que les premières. Donc, l'engagement, c'est un iceberg. Donc, l'engagement est au-dessus de la mer. Et ben, l'engagement, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qui pousse les élèves à s'engager? C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit pas. Et là, c'est ce qu'il y a en dessous de la mer. Et ce qu'on ne voit pas, ce qui est source d'engagement, ce sont les processus motivationnels. Alors, ces processus motivationnels, voilà, la psychologie sociale et les théories socio-cognitives de la motivation les investiguent depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Voilà, et vous avez un ensemble de théories. Voilà, donc je vous ai mis, et c'est un réseau de recherche international. Voilà, et sur les 5 continents aujourd'hui, il y a des équipes de recherche sur la motivation scolaire. Mais en fait, vous avez les questions que je pose et auxquelles ces théories essayent de répondre. C'est pourquoi certains élèves s'engagent, persévèrent, alors que d'autres se désinvestissent et décrochent. Donc ça, c'est ce qu'a dit Antonella au début. Est-ce qu'il y a des leviers probants et exploitables qui favorisent l'engagement des élèves en classe? Et puis, est-ce qu'on verra aussi que le contexte d'enseignement est important parce qu'il agit sur les leviers activés par les enseignants? Alors, le plan que je vais adopter,
ce sont d'abord quelques éléments théoriques pour mieux comprendre rapidement, puisque la séquence est courte, quelques leviers, quelques exemples de leviers, quelques leviers théoriques avec des illustrations, et puis les effets du contexte d'enseignement qui sera aussi abordé assez rapidement. Alors les éléments théoriques pour mieux comprendre ce qui pousse un élève à agir et à s'investir dans la classe et à adopter un niveau d'engagement élevé. Alors les théories de la motivation, et on s'y perd, eh ben, il y en a plein. Alors, je vous en ai mis quelques exemples. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle Les 101 théories de la motivation. Donc, vous tapez théorie de la motivation, vous allez voir tout et n'importe quoi qui va vous arriver sur Google ou sur ChatGPT. Et en fait, alors, il y a beaucoup de théories qui ont été invalidées depuis. Et donc, moi, j'ai choisi de vous présenter une des théories sur laquelle on travaille dans mon équipe, qui est la théorie de l'autodétermination. Donc, celle qui est en gras en bas de l'écran. J'ai choisi cette théorie, pourquoi? Parce que c'est celle qui fait le plus de développement aujourd'hui, qui est la plus explicative et la plus intégrative, et donc qui amène le plus de choses sans pour autant avoir été invalidée par d'autres éléments. Alors, la théorie de l'autodétermination, en fait, la base, c'est qu'il y a en fait des types de motivations différentes. La motivation avec un A privatif, c'est l'absence de motivation, des formes de motivation contrainte, et puis des formes de motivation autonome. Puis en bas, le comportement est plus ou moins autodéterminé. Plus déterminé, ça veut dire que l'investissement vient de l'élève lui-même et pas de l'extérieur. Et puis au milieu, là, vous avez des formes de régulation. Alors c'est quoi une forme de régulation? C'est les régulations de l'engagement que l'élève va produire, à savoir qu'est-ce qu'il pousse à agir. Alors ici, c'est marqué non-régulation, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, l'élève, en fait, il n'y a aucun effort qui est fourni. L'élève, il est là parce qu'il y a de la lumière et c'est tout. Ensuite, vous avez des formes de motivation contrainte. Donc l'élève, pourquoi il est là? Ça, c'est une régulation qu'on appelle externe. En fait, pourquoi il s'investit? C'est sous la pression externe et notamment par la carotte et le bâton pour avoir une bonne note, pour éviter de se faire punir, pour éviter de se faire disputer ou engueuler, entre guillemets. Voilà, donc c'est la carotte et le bâton qui va le faire qu'il s'investit. Ensuite, vous avez une forme de régulation qui est un peu plus internalisée, qui est la régulation introjectée. Pourquoi l'élève va s'engager? Par culpabilité. Souvent, les élèves s'engagent parce qu'ils veulent faire plaisir aux profs. Ça, c'est des comportements qui sont très présents à l'école élémentaire et chez les plus jeunes. Les formes d'engagement relèvent beaucoup plus de la régulation introjectée et relèvent beaucoup de la régulation introjectée. Ou alors, l'élève va s'engager parce que la classe s'engage et lui, il n'a pas envie d'être différent des autres parce que ça le culpabilise, donc il va s'engager. Ensuite, vous avez des formes de motivation autonome. Les formes de motivation autonome, une qui est très intéressante, la régulation identifiée. L'élève s'engage parce qu'il trouve que c'est utile, ce qu'on apprend dans la classe. Il pense que c'est utile. Je vais essayer de faire des exemples à l'école primaire et dans le second degré également. Je pense que c'est utile, par exemple, de savoir compter ou de savoir faire des fractions parce qu'il veut faire du commerce plus tard. Il pense que c'est utile de parler anglais parce que il a envie de voyager, parce qu'il a envie aussi de communiquer sur les réseaux sociaux ou de communiquer lorsqu'il fait du jeu vidéo dans des équipes plurielles. Donc là, il trouve une utilité à ce qui est fait. Et puis, vous avez une forme de motivation, de régulation qui est encore plus intériorisée, qui est la régulation intégrée. Une forme de régulation très intéressante, puisque là, l'élève s'engage parce que ça correspond à ses valeurs. Donc, par exemple, l'élève va s'engager, je vous l'ai dit tout à l'heure, en mathématiques, parce que pour lui, le commerce et le fait de pouvoir calculer, de faire du commerce, de négocier, ça correspond aux valeurs qu'il défend, qu'il a intégrées. Pourquoi il va s'engager, par exemple, en biologie? Parce qu'il y a un élément, parce que je vois Isabelle et Yahyper de SVT, sur le développement durable, c'est pour ça que je prends cet exemple. Il y a un élément du programme sur le développement durable, et puis l'écologie, pour cet élève-là, ça lui parle, et donc il va s'engager sur cette partie du programme. Donc, des formes d'engagement qui ne sont pas des formes de motivation intrinsèque, mais qui sont très, très importantes. Et puis, la motivation intrinsèque, qui comprend 3 dimensions, à savoir la motivation qu'on appelle pour le plaisir, pour l'intérêt, et puis le 3e, pour le défi. Et en fait, ce qui est très important, c'est que les élèves ne poursuivent pas un type de motivation ou un type de régulation en même temps.
souvent, ils poursuivent différents types de régulation en même temps. Et ces formes de régulation-là ne sont pas négatives. Elles sont intéressantes, mais elles ne sont pas garantes d'un engagement à moyen et long terme. Tout le travail de l'enseignant va donc être, parce que toutes les activités ne sont pas amusantes à l'école et intéressantes. Donc, pour le coup, le travail de l'enseignant va être d'associer cette motivation-là à des formes de motivation autonome, notamment intégrer et identifier et intégrer pour que la motivation autonome soit aussi présente, puisque la motivation autonome, c'est elle qui va garantir un engagement à moyen et long terme. Donc ça, on s'appuie cette théorie-là, je me suis appuyé sur cette théorie-là. Nous, on s'appuie sur plusieurs théories en même temps. Théorie des buts d'accomplissement, expectation de valence coût. Mais je vous ai présenté cette théorie parce que il me semble qu'elle est dominante aujourd'hui dans le champ de la recherche sur la motivation scolaire et sur l'engagement des élèves. Alors, le cœur du réacteur dans cette théorie-là, c'est ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux. Les besoins psychologiques fondamentaux, c'est le fait, par exemple, de besoin de compétences et de sentir à minima efficace dans ce qu'on fait et de réussite dans les tâches proposées. Le besoin d'autonomie, c'est le fait de se sentir pas totalement contrôlé et d'avoir finalement une forme d'autonomie où on a quand même une marge de manœuvre et une marge d'initiative. Et puis, le besoin de proximité sociale, c'est le fait de sentir appartenir à la classe, de sentir connecté à la fois avec les pairs, mais aussi avec les adultes de la classe, dont les enseignants. Alors, il faut savoir que ce sont des besoins psychologiques fondamentaux qui sont universels. C'est-à-dire que, là, je regarde dans la liste, mais Alice, les deux Alice, puisqu'il y a deux Alice, Anissa, voilà, Anissa, Bassirou, voilà, je prends les premiers de la liste, Antonella, eh bien, vous avez, et Isabelle, qui sera la deuxième conférencière, vous poursuivez, vous avez tous ces besoins psychologiques fondamentaux. Quels que soient les individus, quel que soit l'âge, ces besoins, en fait, sont universels. Ils ont essayé, par exemple, d'ajouter récemment le besoin de nouveauté, mais ça ne marche pas, parce que le besoin de nouveauté n'est pas un besoin universel. Il dépend à la fois des aspects contextuels. On peut très bien avoir envie, ou en tout cas un besoin de nouveauté dans un champ particulier, par exemple le champ professionnel, et puis avoir besoin de stabilité dans un autre domaine, par exemple dans les relations sociales, dans son couple. Et l'inverse est vrai. Et certains individus peuvent avoir besoin de nouveauté alors que d'autres ont besoin de stabilité. Donc, ces besoins-là, ils n'ont jamais été remis en cause. Ces besoins-là sont le cœur du réacteur, ils sont universels et le modèle est robuste puisque ce modèle, c'est que plus les besoins psychologiques fondamentaux, compétences, autonomie et proximité sociale sont soutenus et satisfaits, plus les degrés d'autodétermination sont élevés, plus l'engagement est fort. Et l'engagement, ensuite, en retour, va agir sur l'autodétermination. Plus ces besoins de compétences, d'autonomie et de proximité sociale sont frustrés ou menacés, plus le degré d'autodétermination baisse, plus l'engagement est faible. Je n'ai pas rajouté l'apprentissage, mais l'apprentissage est à droite, logiquement. Et donc, la motivation agit sur l'apprentissage, mais par le biais de l'engagement. L'engagement est donc le médiateur entre la motivation et l'apprentissage. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est alors je vais vous présenter, nous on a un programme d'investissement à venir. Voilà, c'est un programme qui dure 10 ans, un programme de recherche où on est 4 universités partenaires, dont l'université de Rouen, de Normandie, dont je fais partie. Et donc, on a un des work packages, l'action 1 exactement, de ce programme, qui est un observatoire de la qualité de l'école inclusive, mais l'école inclusive au sens large, c'est-à-dire de l'hétérogénéité des élèves. Donc, on a déployé cet observatoire dans 34 collèges, et donc Normandie Hauts-de-France, et donc, nous avons fait passer un questionnaire aux élèves qui dure 30 à 45 minutes, qui est accessible. C'est ponctué de pictogrammes, il y a des vidéos explicatives et comiques pour que les élèves fassent des pauses cognitives, etc. Et puis il y a de la multimodalité, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait un engagement important des élèves tout au long du questionnaire. Le questionnaire, il vise avant tout à comprendre et à identifier le niveau d'engagement des élèves et à ce qui les pousse à agir. Donc finalement, sur ces 34 collèges, après
Voilà, cohérence des réponses. On a 2838 élèves de 6e. Je vais vous poser la 6e parce que c'est à la fois, c'est la fin du cycle 3, donc il y a l'école élémentaire, c'est la fin du cycle 3, et puis c'est le début du cycle 4. Voilà, donc c'est un échelon intéressant. Les élèves ont été testés au second semestre, et puis on a identifié des profils d'élèves en matière de modalités de scolarisation. Donc les élèves avec des projets personnels de scolarisation, 44 accompagnés par l'ULIS, 89 RELIS, mais accompagnés par des AESH, une partie du temps, 75 élèves des classes SECPA et 139 élèves disposant d'un PAP. Et donc, nous avons testé les différentes dimensions. Donc là, j'ai du mal à lire parce que c'est petit, mais on a testé leur motivation autonome, ce que je vous ai présenté avant, leur motivation contrainte, leur amotivation, leur sentiment de compétence, donc le besoin de compétence, et le besoin d'appartenance, voilà, qui est un autre besoin psychologique fondamental. Et finalement, sur ces presque 3000 élèves, on identifie, on fait des analyses par profil latent, c'est ce qui est là, et qui nous permet de faire des clusters. C'est très à la mode, un cluster depuis le Covid, c'est-à-dire des catégories d'élèves et des profils motivationnels. Je vous rappelle que c'est pas tellement un type de motivation ou de régulation qui prédit. En fait, qui est important, c'est le profil motivationnel des élèves, c'est-à-dire quelle motivation poursuivent-ils en même temps. Et donc, là, on a finalement 4 catégories qui arrivent, 4 profils. Donc, 6e, fin d'année scolaire. On appelle les en dehors. Les en dehors, en fait, ils ont des voyants qui sont au rouge, avec des niveaux d'amotivation, par exemple, élevés. Les à côté d'eux, ici, ce sont ceux qui ont déjà décroché. Les à côté d'eux, on les a appelés à côté d'eux, c'est nous qui avons nommé les catégories, parce qu'ils commencent à avoir des niveaux d'amotivation qui augmentent, des formes de motivation contraintes fortes, et puis des motivations autonomes qui commencent à être très modérées. Et puis, on a des scolaires qui sont des profils adaptatifs vis-à-vis des apprentissages et de l'école, puisqu'ils ont des formes de motivation autonomes, mais ce qui les distingue des autonomes, c'est qu'ils ont des formes de motivation contrainte fortes également, alors que les autonomes, eux, ont des formes de motivation autonome élevées, mais des formes de motivation contrainte faibles. Donc finalement, ça nous fait 2 profils non adaptatifs et 2 profils adaptatifs vis-à-vis de l'apprentissage. Et donc on aboutit à cette situation-là. Donc sur ces quelques 2800, je ne sais plus combien d'élèves testés, on en a 6% qui sont en dehors, 21% qui sont à côté d'eux, 53% qui sont dans les profils scolaires, qui forment le grand groupe en fin de 6e, et puis les autonomes, 20%, où tous les voyants sont au vert. Donc ça, c'est un état des lieux de la motivation des élèves et de leur engagement, de leur niveau d'engagement. Alors si on regarde, le schéma est un peu complexe, mais en noir, vous avez les en dehors, en bleu, les à côté, en rose, les scolaires, et en rouge, les autonomes. On voit que le modèle est bien respecté, puisque plus on va vers des profils adaptatifs, plus le niveau d'engagement, les différents niveaux d'engagement augmentent. Alors maintenant, on va s'intéresser, là on s'est intéressé au niveau d'engagement, au niveau de motivation, au type de motivation, aux configurations motivationnelles, au profil motivationnel des élèves. Maintenant, on va essayer d'identifier ce qu'on appelle les pratiques probantes et les leviers probants qui sont identifiés dans les théories socio-cognitives de la motivation. Alors là, nous avons établi, mais on ne l'a pas inventé, on a restructuré des choses, des éléments qui étaient présents dans les théories socio-cognitives de la motivation, qu'on a finalement complété et approfondi avec les pédagogies qui sont des pédagogies type pédagogie explicite, conception universelle pour l'apprentissage, différenciation. Voilà. Mais en l'occurrence, vous rappelez qu'il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux: le besoin de compétence, le besoin d'autonomie et le besoin de proximité sociale. Et donc, la question c'est le soutien. Comment l'enseignant ou l'équipe d'enseignants, si on est en co-enseignement, ou l'équipe AESH enseignant, voilà, peut soutenir ces besoins-là. Est-ce qu'il y a des leviers probants? Alors oui, il y a des leviers probants. J'ai pas beaucoup de temps, donc je vais donner quelques exemples rapides. Alors, il y a 2 piliers en fait pour développer le soutien du besoin de compétences. Pour développer, c'est pas le sentiment de compétence, mais pour développer le sentiment de compétence dit en le disant rapidement. La première chose,
c'est ce qu'on appelle la dimension structure. La littérature montre que plus le cours et la séquence est structuré, plus on soutient le besoin de compétences des élèves. C'est quoi un cours structuré? C'est un cours où l'objectif est clair pour les élèves. Donc il est annoncé au début, il est explicite, il est connecté, les élèves le comprennent. C'est un cours aussi où le temps est balisé, c'est-à-dire où dans un cours il y a toujours des passages à risque, le début, les changements de format, par exemple, on fait un cours et puis il y a la phase où on explique le concept, après on fait un travail individuel en binôme, on reprend la main pour faire un bilan. Ces phases de passage à risque, elles sont bien balisées par des bilans réguliers, voilà, qui permettent d'articuler les épisodes de la séance entre un épisode. Excusez-moi. Et puis, il y a l'utilisation des médias, forcément, très exploité par la CUA, peut-être même trop d'ailleurs, sur la multimodalité. Et puis, il y a aussi le bilan, la ritualisation, le bilan de fin de séance, qui est un élément important, qui est parfois squeezé, alors que c'est un élément important pour structurer finalement la séance et la séquence, où on dit ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, et on dit ce qu'on va faire la séance suivante. Donc, cette dimension structure, elle est reconnue dans la littérature comme un élément favorisant l'engagement des élèves en termes de probabilité, en nombre d'élèves engagés et en intensité d'engagement. Ensuite, vous avez la dimension maîtrise. La dimension maîtrise, c'est quoi? Alors, c'est plus complexe que ce que je vais vous dire, mais je vais me centrer sur l'évaluation. La dimension maîtrise, c'est le fait que l'évaluation, les critères d'évaluation, soient aussi bien explicites pour les élèves et que l'élève puisse se situer, savoir où il en est et savoir où il va. Voilà, donc ça signifie qu'il y a un travail à faire sur des niveaux d'habileté successifs ou des niveaux de compétences successifs qui sont explicites pour les élèves. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, dans la dimension maîtrise, que on ne développe le sentiment de compétence que dans des tâches qui sont perçues comme suffisamment difficiles. Donc ça veut dire que il faut maintenir un niveau d'exigence élevé. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'élève perçoit que le niveau d'exigence attendu est bas, on va avoir tendance à menacer son besoin de compétences. Alors que à partir du moment où l'élève va percevoir que ce qu'on exige de lui est élevé, là on va avoir tendance à soutenir son besoin de compétences. Donc c'est parfois contre-intuitif, parce que parfois on a tendance à présenter les tâches comme faciles, c'est facile, voilà, etc. Et ça menace le besoin de compétences des élèves. Et puis ensuite, on a le soutien du besoin d'autonomie, c'est ici. Et donc, ce besoin d'autonomie, voilà, là j'ai détaillé les piliers. Ce besoin d'autonomie, il y a deux choses. Il y a le sens et il y a le choix. Le sens, c'est connecter les activités ou les apprentissages au centre d'intérêt des élèves. Voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples. C'est tout ce qui est finalement ce qu'on appelle contextualisation en sciences ou en mathématiques, où à un moment donné, on scénarise un exercice pour que les élèves reconnaissent des éléments. Voilà, je repense à une séance que j'ai vue récemment où il fallait calculer l'air ou le périmètre. Voilà, mais quand on calcule le périmètre, voilà, pour donner, en fait, il fallait calculer le périmètre de la cour de récréation. Voilà, en faisant, donc c'est une connexion finalement à ce que connaissent les élèves et à leur centre d'intérêt. Mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi justifier l'intérêt de ce qui est appris. Parfois, on se pose pas trop la question, mais ça sert à quoi finalement d'apprendre le théorème de Pythagore ou le théorème de Thalès? À quoi ça peut servir? À quoi ça peut servir je vous donne des exemples en tête, mais à quoi ça peut servir de savoir, de connaître le fonctionnement d'une résistance, ou alors de reconnaître les classes grammaticales? C'est quelque chose qui est parfois, moi j'ai vu beaucoup de cours entre 1500 et 2000 cours séances ou leçons depuis une vingtaine d'années, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais la justification de l'intérêt des apprentissages, c'est un élément qui soutient le besoin d'autonomie. Et puis vous avez le choix dans ce besoin d'autonomie, une notion à manipuler avec précaution, offrir des choix aux élèves, ce qui va provoquer, Isabelle va le développer après, tout ce qui est processus aussi d'autorégulation, métacognition. Mais les choix, la difficulté, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que vous avez de multiples choix qu'on peut proposer aux élèves. Plus les élèves vont s'engager sur un choix, plus la probabilité pour qu'ils s'engagent dans cette situation augmente. Mais si on offre
trop de choix, dans ce cas-là, on risque de perdre les élèves parce qu'ils ont des degrés d'autonomie élevés. Donc, il va falloir paramétrer le nombre de choix et la nature des choix offerts au degré d'autonomie des élèves. Je n'ai pas le temps de développer, mais donc c'est quelque chose qui s'apprend avec l'expérience et c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et puis, vous avez, voilà, j'ai résumé les types de choix sur cette diapo qu'on peut proposer, organisationnel, procédure, cognitif, voilà, mais que je ne peux pas développer à l'oral au regard du temps. Et puis, vous avez le soutien des besoins de proximité sociale, où il y a aussi 2 dimensions. Vous avez le climat qu'on propose, il est constitué de 6 piliers. La proximité, c'est l'implication de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant est disponible? Est-ce qu'il met de la chaleur dans son cours? Est-ce qu'il anime le cours de manière à engager les élèves? Est-ce que voilà, c'est tout ce qui concerne les interactions interpersonnelles. Et puis, le dernier, ce sont les interactions que les élèves vont avoir entre eux. Et donc, c'est par exemple le fait d'organiser un travail en binôme ou en petit groupe. Mais ça n'a pas des effets automatiques, hein, loin de là. Et donc, nous, on travaille sur le paramétrage de ce travail de groupe, sur les différents paramètres du travail de groupe. Et je vous donne un exemple, c'est tout bête, hein, mais voilà, comment rendre accessible le travail de groupe. On est en classe de 6e, éducation prioritaire, on peut renforcer. On a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés à interagir positivement. On fait un travail, voilà, on observe une classe, voilà, en mathématiques, on va dire en français, on va changer. Et puis on s'aperçoit que les élèves, ils ont une fiche A3 sur laquelle ils doivent coopérer pour identifier finalement des éléments dans le texte qui relèvent de telle catégorie ou telle catégorie. Et puis ce format-là, avec la feuille A4 posée sur la table, il est très contraignant pour les élèves. En général, ce qui se passe, c'est qu'un élève prend la main sur les autres, prend en main seul le travail de groupe, et puis voilà, le travail de groupe, finalement, il ne mène pas aux effets escomptés. Donc peut-être que les supports verticaux, c'est ce qu'ils ont fait la fois suivante, facilitent en fait les interactions entre les élèves. C'est un exemple d'organisation matérielle qui permettent de paramétrer le travail de groupe pour qu'il soit plus efficace. Donc on sait que, voilà, là je vais vous présenter les résultats. Voilà l'application interpersonnelle, les interactions entre pairs, développées. Voilà, alors nous, voilà, sur notre échantillon de 34 collèges Normandie-Hauts-de-France, on s'aperçoit que plus les élèves perçoivent le climat proposé par l'enseignant comme engageant, c'est-à-dire soutenant leurs besoins d'autonomie, de compétences et de proximité sociale, plus finalement ils sont dans un profil adaptatif. C'est-à-dire que le modèle que je vous ai présenté est validé par nos questionnaires, mais aussi par les observations qu'on a fait des classes dans le cadre du programme d'investissement à venir. Alors après, là, je vous ai présenté très rapidement ce que l'on sait, mais il y a encore plein de choses sur lesquelles on travaille et qu'on ne connaît pas. Je vous ai dit tout à l'heure, sur les profils d'élèves, en fait, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, ces 6 piliers sont très intéressants et sont efficaces en probabilité d'engagement pour engager les élèves. Mais il y a quand même le profil en dehors, ces 6% en 6e, qui deviennent souvent 15% en 3e, qui finalement sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise. Donc, on s'interroge sur d'autres éléments qui sortent finalement de la théorie de l'autodétermination, et notamment les effets de la récompense, puisque les effets de la récompense datent des années 90. Ils montrent quoi? Ils montrent que si on ajoute une récompense à des gens qui sont déjà motivés et qu'on arrête la récompense, ça provoque de la démotivation. En gros, je vous résume. Mais alors, pour ces élèves qui sont sur les profils en dehors, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas de flamme, pas d'étincelle, peut-être que la récompense pourrait être un élément pour enclencher l'engagement. Mais ça, on est en train de faire des tests dessus, et puis je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on avance progressivement. Ensuite, vous avez les effets structuraux, la composition des classes. Là, on a eu des exemples avec les groupes de niveau qui sont devenus groupes de besoins. Le co-enseignement, là, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais c'est un élément, lorsqu'il est mis en œuvre de manière efficace, qui est un élément très favorisant pour l'engagement des élèves, y compris pour les effectifs très chargés, y compris pour les effectifs à 40, 50. Et puis, vous avez certains dispositifs établissements, et puis des événements marquants. On travaille actuellement sur la mémoire autobiographique des élèves.
c'est-à-dire des souvenirs qu'on appelle des souvenirs de définition de soi, qui sont des souvenirs structurant l'identité de l'élève, et des épisodes relativement courts dont les élèves se rappellent longtemps après et qui sont à forte charge émotionnelle et qui infléchissent sa trajectoire. Donc nous, on essaye d'identifier les contextes de ces souvenirs et de ces expériences pour essayer de ne pas reproduire des souvenirs qui seraient des formes de cicatrices, et puis pour essayer d'identifier les éléments du contexte qui provoquent plutôt des éléments et des repères énergisants, donc en termes d'engagement, soit des souvenirs transformateurs ou des souvenirs renforçateurs d'une identité scolaire positive. Voilà, je vais terminer là-dessus, parce qu'il me reste 1 minute. Juste pour dire que, voilà, c'est intéressant tout ce que je viens de dire, enfin pour moi, mais peut-être que j'ai été très vite, donc sûrement pas pour vous. Mais vous avez effectivement le soutien des besoins et le climat qui amène à la motivation, qui amène à l'engagement, qui amène à l'apprentissage. Mais en fait, c'est pas si facile de mettre en place un climat engageant et de soutenir les besoins des élèves parce qu'on a un ensemble de pressions qui pèsent sur les enseignants. Et et ça a été montré, non pas simplement dans l'enseignement, mais sur les managers, sur les coachs sportifs, c'est pareil. Donc vous avez des pressions qu'on appelle du dessus. Les pressions du dessus, c'est par exemple des programmes très injonctifs, prescriptifs, un manque de temps, une pression de la hiérarchie, des pressions liées à l'évaluation. Plus ces pressions vont augmenter, plus les enseignants vont avoir tendance à menacer les besoins des élèves. À l'inverse, plus ces pressions du dessus sont perçues comme des ressources, plus l'enseignant va avoir tendance à adopter un climat soutenant les besoins. Ensuite, vous avez les pressions du dessous. Les pressions du dessous, c'est plus l'enseignant perçoit les élèves comme désengagés, comme peu autonomes, plus il adopte généralement, en probabilité, un climat menaçant les besoins et plus, finalement, les élèves sont désengagés. À l'inverse, plus il perçoit les élèves comme engagés et autonomes, plus il va avoir tendance à adopter un climat engageant. Et puis, vous avez les pressions du dedans. Ça, c'est des pressions qui sont liées à l'enseignant lui-même, qui sont à l'intérieur de lui, qui sont liées à ses expériences passées, à son sentiment d'efficacité personnelle, par exemple. Plus le sentiment d'efficacité personnelle est bas, plus le climat va être menaçant, plus le sentiment d'efficacité personnelle est haut, plus il va avoir tendance à être soutenant. Et donc, ces éléments-là montrent qu'il n'est pas si facile de mettre en place. On connaît les leviers depuis longtemps, ils s'affinent, et finalement, il y a un ensemble de contraintes ressources qui fait qu'il est plus facile d'implémenter ces leviers ou finalement, ou alors des contextes qui sont freinants pour l'implémentation de ces leviers. Je vous ai résumé les facteurs. Et puis, ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que, au début de la leçon, plus on menace les besoins, plus les élèves sont désengagés. Et puis, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et au début de la leçon, les élèves sont engagés. On soutient leurs besoins. Ils sont encore plus engagés, etc. Donc, c'est dynamique, à la fois à l'échelle de la leçon, à l'échelle de la séquence, à l'échelle de l'année. Donc, ça a été montré dans ces études-là. Juste pour vous dire que on fait du suivi de cohorte, donc on suit les élèves pendant 10 ans. Donc, là, en l'occurrence, les élèves de 6e qui ont commencé il y a 4 ans. Là, on est en 3e, fin de 3e. Donc, on les aura finalement jusqu'à la 2e ou 3e année, soit d'enseignement supérieur, soit d'insertion professionnelle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est jamais fait. Et donc, on va pouvoir essayer d'identifier ce qui infléchit la trajectoire, à la fois dans la classe, dans la structure scolaire et dans l'environnement socio-éducatif. Je vous remercie de votre attention. Donc voilà, c'est le PIA 3, inclusion, un défi, un territoire. Et je vous ai présenté quelques résultats de cet observatoire. Je ne sais pas si j'ai tenu les temps, il me semble, Tony, là, non? C'est parfait, Amael. Merci beaucoup. Et puis, de toute façon, on aura le support pour soutenir tout ce que tu viens de présenter. Et on laisse du coup la parole à Isabelle. Donc, je coupe ma caméra pour ne pas saturer l'écran. Oui. Merci, Amael. Merci. Oui, il y a une collègue dans le chat qui dit c'est dommage que Amael n'ait pas le temps de tout expliquer. Et c'est vrai qu'on a voulu à Antonella essayer
faire dialoguer plusieurs éléments. Donc, vous aurez la possibilité d'intervenir tout de suite après mon intervention, il n'y a pas de souci, et de poser toutes les questions à Amaël. Donc, je me permets rapidement de réafficher le diaporama. Il est ici, très bien. Et voilà, donc de façon complémentaire à ce que propose Amaël, en effet, voilà, on se disait que ça pourrait être aussi intéressant de vous présenter quelques pratiques de classe qui sont bien sûr en lien avec les données là que viennent de nous apporter Amaël sur la psychologie sociale, mais aussi comment les apports de façon complémentaire de la psychologie cognitive permet d'éclairer certaines pratiques. Alors, justement, finalement, à la suite de cette intervention, une question aussi qui fait écho à ce que nous disait tout à l'heure Antonella, faut-il être motivé pour vouloir apprendre, pour vouloir réussir, pour être engagé, hein, comment est-ce qu'on peut relier finalement les deux, ou bien est-ce que c'est parce que les élèves justement sont placés dans des situations où ils sont dans des conditions de réussite, et bien qui vont les engager davantage à apprendre et donc à être motivés pour poursuivre. Alors, il y a quelques éléments qui ont été déjà indiqués par Amaël. Et moi, je voulais vous apporter en fait un éclairage. Ça, c'est mon, on va dire, mon approche biologiste sur, en fait, qu'est-ce qui se passe quand même au niveau de notre cerveau hein, quand on apprend, quand on est dans certaines situations. Et il y a des, on sait que un certain nombre d'activités que l'on réalise sont liées à certaines activités cérébrales et notamment qui sécrètent certains neurotransmetteurs, notamment la dopamine, qui est un produit qui intervient dans ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui intervient dans tout ce qui est satisfaction et bien-être. Et donc voilà, il y a des chercheurs qui ont fait l'hypothèse qu'il y avait un lien entre finalement la réussite dans certaines tâches et puis ce qui pourrait se passer dans notre cerveau. Donc sans rentrer dans les détails là de l'étude, et vous avez de toute façon toutes les références dans la diapositive, ces chercheurs ont placé des individus dans deux situations. Ils avaient une tâche à réaliser par association d'idées. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait associer, on va dire, certaines idées, c'est une approche un peu probabiliste, pour essayer d'arriver à une bonne réponse. Et il y a deux catégories d'individus. Des individus à qui, à chaque fois qu'ils ont fait une association pour tenter d'avoir une réponse, on leur a dit si c'était juste ou faux. Et puis, un autre groupe qui n'a pas bénéficié de cette rétroaction et qui est allé par tâtonnement. D'accord? Donc, un groupe avec rétroaction et un groupe sans rétroaction. Et on mesure, donc on va dire de façon indirecte, mais on mesure, on va dire, le niveau de dopamine qui est produit par le cerveau au moment où ils font cette tâche en fonction de ces deux conditions. Donc, je vous laisse essayer quelques secondes de vous imaginer finalement dans les deux situations quel pourrait être le résultat chez les individus à qui on donne du feedback, de la rétroaction, comment pourrait être leur niveau de dopamine. Et puis, l'hormone, on va dire, de la satisfaction, et puis ceux qui n'ont pas de rétroaction. Voilà, vous avez dû vous faire une idée. Je vous affiche le résultat. Voilà, le résultat, c'est je suis désolée d'afficher les deux graphiques. Donc, on regarde le graphique de gauche. Et bien, en fait, on constate que pour les individus, effectivement, qui ont bénéficié d'une rétroaction, par rapport à un niveau de référence de dopamine, eh bien, il y a une sécrétion plus importante par rapport à ceux qui n'ont pas bénéficié de rétroaction. Et on a aussi mesuré en fonction de la progression dans les activités, lorsque le pourcentage de réponses correctes augmentait, comment évoluer ce niveau de dopamine, c'est le graphique de droite, et ce niveau de dopamine augmente. On sait depuis longtemps donc que comme je vous le disais, que cette hormone est liée donc au plaisir et à la satisfaction. Et donc on a pu établir le fait qu'il y a bien un lien entre ce neurotransmetteur et ce sentiment de satisfaction dans des situations d'apprentissage. Même si j'émets des réserves, puisque dans cette étude, c'était sur un petit échantillon, mais les bases biologiques de ce qu'on connaît du cerveau permettent de le corréler. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même assez intéressant aussi à envisager, parce que ça veut dire quoi? Voilà, si je résume. Finalement, si je réussis un exercice et qu'on me donne des réponses, qu'on me dit si c'est bien,
ou qu'on me dit bah non, là c'est pas comme ça qu'il fallait faire, fais attention à ci ou fais attention à ça, ou bien c'est très bien, bravo, tu as utilisé la bonne méthode et tu as réussi, j'ai une rétroaction qui qui entraîne au niveau du cerveau une libération de dopamine qui procure ce sentiment de satisfaction. On le vit tous, hein, dans la vie courante aussi, bien entendu. Ce qui peut conduire donc à un sentiment plutôt positif de plaisir, et donc c'est un engagement possible, enfin c'est un facteur possible de motivation. Il n'y a pas que ça, bien entendu, mais c'était pour vous apporter ces quelques éléments supplémentaires. Donc faut-il être motivé ou motivé pour vouloir apprendre et réussir? C'est plutôt la réussite en réalité, hein, et les conditions favorables à cette réussite qui vont permettre aux élèves de progresser. Et c'est ce que nous a dit finalement aussi Amaël précédemment, hein, sur les besoins justement qui sont fondamentaux, et qu'il nous a, les besoins de l'autodétermination qu'il nous a présentés, qui permettent de se sentir à l'aise, de se sentir bien, hein, bien entendu. Alors, sur la diapositive suivante, je me suis permise de faire un petit résumé avec l'IA sur les éléments justement qui sont très forts dans ce que nous a présenté Amaël, et qui, vous allez voir, fait écho aussi à d'autres approches en psychologie cognitive, mais qui sont tout à fait complémentaires pour soutenir le besoin de compétences, d'autonomie et de proximité sociale, et aussi en lien avec les leviers pédagogiques que nous a évoqués Amaël. Alors, dans ce que je vais vous présenter rapidement, en fait, les études en psychologie cognitive montrent, et ça a été aussi évoqué, qu'il faut bien entendu proposer aux élèves des stratégies qui sont efficaces. Efficaces, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des stratégies qui vraiment ont une plus-value sur les apprentissages, et on a un certain nombre d'études qui montrent que certaines stratégies d'apprentissage sont plus efficaces que d'autres, par exemple, pour retenir de l'information, par exemple, pour mobiliser l'attention, ou encore pour faciliter la compréhension des élèves. Et tout à l'heure, Amel le disait aussi, hein, de la clarté et de l'explicitation des objectifs versus la tâche, par exemple, aussi à réaliser, et la place, par exemple, hein, de l'enseignement explicite. Deuxième élément, bien considérer l'erreur comme un moteur d'apprentissage, mais ça passe par plusieurs stratégies, bien entendu. On dit souvent aux élèves que c'est pas grave de se tromper, oui, mais comment est-ce qu'on leur permet réellement de travailler sur leurs erreurs, et donc d'arriver aussi à ce qu'ils puissent, par la métacognition, et on va l'envisager, qu'ils puissent finalement réellement prendre conscience de ce qu'ils savent faire, comment ils ont fait pour arriver à faire ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il leur reste encore à réaliser par rapport aux attendus qui leur ont été fournis, bien entendu, puisque ça fait partie des conditions absolument essentielles pour que les élèves sachent où ils doivent aller. Et il y a aussi un élément sur lequel ça fait partie aussi du climat, hein, qui doit être engageant sur les postures de l'enseignant. C'est de favoriser le growth mindset, hein, c'est le fait que les élèves puissent réellement prendre conscience qu'il est possible de progresser, hein. On a une plasticité cérébrale qui fait que on a un réel, il faut prendre conscience de notre réel pouvoir de progression. Hein, on peut dire qu'il y a des individus qui ont une vision fixiste de leurs apprentissages. Moi, je suis nulle en maths, hein, je progresserai jamais. Et pour d'autres, une vision plutôt dynamique des apprentissages. Je sais que en utilisant les stratégies adaptées, je peux progresser. Alors, je vais peut-être pas arriver au maximum, mais n'empêche que je vais pouvoir progresser. Et ça a un réel effet. Je reviendrai pas, bien entendu, j'ai pas le temps sur tout ça, mais on a des éléments sur cela. Mais donc, ça passe, par exemple, par les appréciations que l'on donne aux élèves, par tout ce qu'on laisse écrit sur les copies, tout le comportement aussi verbal et non verbal aussi qu'on apporte auprès des élèves, hein, que ce soit pour la gestion de l'erreur ou pour les encouragements que l'on donne justement à progresser. Et enfin, favoriser le climat évidemment bienveillant, hein, climat aussi donc qui est en lien avec ce que nous a dit Amaël. Et donc voilà, c'est toutes les postures et toutes les conditions que l'on va poser évidemment dans la classe. Donc moi je vais pas aborder bien entendu tout ça, mais plutôt là les 2-3 éléments qui sont en rouge, et évidemment je parlerai un petit peu de la gestion de l'erreur, mais qui est en lien avec la métacognition.
Alors, avant de vous présenter des exemples très concrets d'outils en classe, eh bien, j'en profite pour vous présenter ce site, Education Endowment Foundation, qui est en fait un site britannique qui recense on va dire des études qui portent sur un certain nombre de pratiques pédagogiques et qui peut ce site aider à faire des choix, en fait, en se posant les questions selon trois critères. Ils les ont classés ces études selon 3 critères. Donc, alors moi c'est en petit, j'ai du mal à voir, mais vous voyez là le coût donc en livres sterling, le petit cadenas qui donne la robustesse finalement des études. En fait, en gros, la robustesse, c'est-à-dire des données que l'on peut avoir. Est-ce qu'on a beaucoup de données ou pas beaucoup de données, pour faire simple. Et puis le plus moins, c'est-à-dire le temps gagné en apprentissage, le gain d'apprentissage lorsqu'on utilise telle ou telle pratique. Voilà. Donc c'est pas du tout un site qui dit voilà comment il faut faire ou comment il faut pas faire. C'est vraiment simplement un site qui aide à repérer, à recenser un certain nombre de pratiques et de savoir celles sur lesquelles on peut avoir des données. Il n'y a pas sur tout, bien entendu. Mais en tout cas, il y a certaines stratégies pour lesquelles on a des données vraiment très robustes, où il y a beaucoup des éléments très probants et qui n'ont pas un coût très énorme. Alors pourquoi on parle du coût? Parce que en Grande-Bretagne, évidemment, il y a une beaucoup plus forte autonomie des établissements et des choix pédagogiques qui vont être faits, et donc qui engagent des aspects financiers. Mais c'est vrai aussi pour notre système éducatif, par exemple, parce que dédoubler des classes, eh bien, ça a un coût. Voilà. Alors là, je vous ai pas présenté l'ensemble des éléments. Vous pourrez aller les voir puisque je vous ai mis le lien. Mais je parle du feedback et de la métacognition, puisque on va l'aborder en fait pour vous montrer que ça n'a pas un coût énorme, puisque c'est vraiment de la pratique de classe. Et par contre, il y a une robustesse très élevée en termes de résultats et en termes de gain d'apprentissage pour les élèves, en termes de conditions de réussite, parce que cela satisfait le besoin de compétences, mais aussi d'autorégulation, comme l'a dit Amaëlle, de façon très puissante. Alors, le premier exemple que je vais vous donner, que je vais vous apporter, c'est plutôt en lien avec la mémorisation. Souvent, donc comment est-ce qu'on peut mettre les élèves en réussite? Je vais vous présenter 3 exemples. Issus des apports des sciences cognitives et complémentaires à ce qui vient de nous être dit. En fait, des élèves qui se désengagent, parfois, ou souvent même, ce sont des élèves, on l'a dit, qui ne comprennent pas forcément le sens de ce que l'on fait en classe, et donc c'est important d'expliquer à quoi ça va servir. Mais pour comprendre aussi ce qu'on fait en classe, on a besoin d'avoir des notions solidement ancrées dans la mémoire à long terme. Comprendre de nouveaux concepts, eh bien, c'est se servir d'un certain nombre de connaissances que l'on a emmagasinées dans sa mémoire à long terme. Sans ces notions emmagasinées, on ne peut pas comprendre. Mais on ne peut pas comprendre non plus les notions qui sont abordées en classe. Donc les deux sont, si elles ne sont pas bien maîtrisées, donc les deux sont évidemment en interaction. C'est pas l'une sans l'autre, bien entendu. Donc comment quand même est-ce qu'on peut aider les élèves à mieux mémoriser? Alors vous savez bien que les élèves, qu'est-ce qu'ils font pour apprendre? Ils lisent la plupart du temps leurs cours, ils lisent, relisent, ils font des fiches, ils surlignent. Voilà, bon. Très bien, mais de très nombreuses études et de façon très robuste montrent que cette stratégie d'apprentissage n'est pas la plus efficace pour retenir sur le long terme. Sur du court terme, ok, mais pas sur du long terme. Et même jusqu'en études supérieures, on peut voir des étudiants qui utilisent ces stratégies de lire et relire et qui n'utilisent pas de stratégie on va dire de haut niveau, celles qui ont été évoquées tout à l'heure justement avec l'engagement constructif là dont parlait Amaëlle, c'est-à-dire de faire des résumés, de travailler un peu autrement et pas seulement de juste restituer tout simplement des connaissances. Comment est-ce que on engage les élèves vers ça? Déjà, donc pour mieux mémoriser, juste relire, c'est pas suffisant, il faut se questionner. Donc pour ça, il faut former les élèves sur ces stratégies efficaces. Il faut favoriser des temps de récupération active en se questionnant, et pas en récitant, mais bien en se questionnant ou en refaisant des résumés, en provoquant donc de la récupération active. Et puis, évidemment, il faut proposer des situations
et des outils. Un exemple d'outil, ce n'est qu'un exemple, mais pour ancrer dans la mémoire à long terme, voilà, et notamment pour les élèves qui sont les plus fragiles, c'est difficile pour eux de savoir, par exemple, dans un cours, quels sont les contenus absolument essentiels à retenir. Même s'ils ont leur bilan, même si on leur dit, voilà, au prochain contrôle, vous serez interrogé sur, eh bien, une fois qu'on a l'ensemble de son cours, de son chapitre, eh bien, c'est pas évident. Et pourtant, il y a des incontournables sur lesquels on veut absolument que les élèves, on veut que les élèves retiennent ces incontournables parce qu'on sait que ça va être utile pour le cours suivant, pour l'année suivante et qu'ils ne doivent pas l'oublier tout au long de leur scolarité. Donc, une des pistes qui permet d'ancrer dans la mémoire à long terme, c'est d'utiliser donc des stratégies de testing, avec par exemple, ce n'est qu'un exemple, des fiches mémo qui permettent de cibler les essentiels. Alors, elles peuvent prendre cette forme-là, par exemple, quand on est à la fin du cycle 4, enfin, voilà, au cycle 4, et lorsque l'on est, par exemple, au lycée, ça c'est la version papier, mais il y a des outils numériques, bien entendu, qui permettent de le faire. C'est seulement sur les essentiels, et c'est seulement si c'est adapté à une stratégie en classe avec les élèves, donc avec des réels temps de réactivation sur lesquels on revient dans des temps expansés en lien avec finalement la courbe de l'oubli. Donc ça peut être ce type d'outil. Ça peut être aussi ce type de fiches que l'on fait coller aux élèves pour qu'ils puissent, quand ils révisent la leçon, plutôt que juste de relire, eh bien, plutôt se poser des questions, d'être en capacité de les restituer et de vérifier après, bien entendu, leurs réponses. Pour que ce soit efficace, alors voilà un autre exemple, donc cette fois avec des explications par exemple. Et pour que ce soit efficace, évidemment, comme je vous disais, il faut un temps de reprise. Il faut absolument donc des temps de réactivation avec un calendrier où on interroge les élèves de façon très régulière donc sur les questions de leur fiche mémo. Donc soit en classe parce que c'est la minute mémo, soit de façon autonome lors d'une pause en classe attentionnelle où les élèves peuvent s'interroger les uns les autres. Il y a plein de stratégies possibles, bien entendu, et notamment aussi en utilisant des outils numériques que je vous indique ici, et notamment avec l'application réactive, qui est une application réalisée par la TRAN de Versailles. Et donc, on travaille avec l'équipe, nous aussi, qui développe cette application. Et peut-être la connaissez-vous. En tout cas, je vous engage à aller la consulter. Donc ça, c'est un premier point. Pour mettre en réussite les élèves, il faut qu'ils aient des connaissances suffisamment solides pour pouvoir justement comprendre ce qui se passe en cours et qu'ils puissent à nouveau être engagés aussi et ne pas tout le temps décrocher parce qu'ils ne se souviennent plus, parce qu'il y a un grand nombre d'informations pour lesquelles ils passent à côté. Deuxième exemple, c'est d'aider les élèves justement à réguler leurs apprentissages de manière autonome. C'est en fait aider les élèves finalement à repérer là où ils en sont de leurs apprentissages et à pouvoir justement auto-réguler ces apprentissages-là pour devenir justement un élève en capacité, ça a été dit aussi, de faire des choix. Et de faire des choix dans la façon dont il va travailler, de faire des choix dans les outils aussi qu'il va utiliser. Mais pour ça, il faut, l'autonomie ne se décrète pas, et bien entendu, elle s'apprend. Et donc, on a un grand nombre d'études qui nous montrent que plus on engage les élèves dans cette capacité à regarder la façon dont ils travaillent, ce qu'ils ont fait pour réussir et comment ils le font, plus les élèves, justement, sont en réussite. Et donc, ça peut satisfaire, bien entendu, leurs besoins, comme ça a été évoqué, de compétences, mais aussi d'autonomie. Alors, quand on parle de métacognition, c'est le terme qui est utilisé pour indiquer de façon très claire métacognition et autorégulation. C'est ce qui permet à l'élève donc de déterminer ses objectifs, d'évaluer donc ses progrès par rapport aux objectifs qui sont fixés, et puis d'évaluer ses résultats et de vérifier s'ils sont conformes à ceux qui étaient attendus. Ça nécessite bien entendu un rôle important de l'enseignant pour définir justement ces attendus. Alors, je vais aller assez vite pour pas trop
voilà, manger de temps. En tout cas, ça va permettre aussi à l'élève de pouvoir ajuster l'effort qu'il doit réaliser. Et puis, c'est aussi lui permettre d'identifier les bonnes stratégies, entre guillemets, qui lui permettent d'atteindre les objectifs visés. Alors, je vais passer ici parce que voilà, il y a 3 conditions qui sont importantes, mais en tout cas, la condition sur laquelle il est important de travailler avec les élèves, c'est pour que l'élève puisse se repérer dans les apprentissages, il faut qu'il puisse bénéficier de feedback, hein, donc de rétroaction. Donc, ses propres feedbacks internes, mais aussi externes, donc c'est tout ce que va apporter l'enseignant. Et dans les feedbacks internes, ce qui est important justement, hein, c'est que les élèves puissent repérer quels sont les buts, les processus et les résultats. Et ça, si on n'habitue pas les élèves à se poser ces questions-là, certains ne vont pas le faire de façon spontanée. Les élèves les plus performants réalisent ces questionnements de façon souvent intuitive. Le problème, ce sont les élèves justement qui sont les moins performants, qui sont le plus en difficulté, ceux qui sont les moins autonomes et ceux qui ont tendance à décrocher. Voilà, donc ce sont avec ces élèves-là sur lesquels il faut insister le plus. Donc, un exemple d'outil sur lequel on travaille justement au sein du groupe éducation et sciences cognitives, et donc en lien avec la métacognition, c'est sur ce qu'on appelle le projet de progrès. Donc, en gros, un élève, pour apprendre, il part d'un point A, et il doit arriver à un point B. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs et c'est à l'enseignant, bien entendu, d'expliciter de façon très claire les attendus par rapport à cet apprentissage. Mais pour que l'élève, justement, puisse parcourir ce chemin, il faut lui permettre de s'engager dans la tâche, ça a été évoqué. Il faut qu'il puisse faire le point sur le chemin qu'il a parcouru, où est-ce qu'il en est. Et donc, il faut qu'il puisse se faire une représentation, justement, de ce chemin qu'il a parcouru pour arriver à l'objectif. Alors, attendez, comme je vois pas la fin de l'écran, c'est pas évident. Voilà. Et puis, donc, bien entendu, pour pouvoir progresser, c'est pas juste de l'effort, parce que, vous voyez, souvent, même, on peut dire aux élèves, poursuis tes efforts. Mais c'est quoi un effort? C'est compliqué pour certains élèves, justement, quand il y a un certain nombre de stratégies qui ne sont pas intégrées. Et donc, il faut être en capacité de leur donner ces stratégies, de leur expliquer comment ils doivent faire pour y arriver. Donc, par exemple, c'est tous les outils, bien entendu, méthodologiques que l'on va formaliser. Et ça peut être aussi, ce que je vous affiche, l'établissement d'un carnet de progrès sur des compétences très ciblées. Là, c'est un exemple. Là, c'est au collège. C'est un exemple que je vous ai proposé, évidemment, en SVT, où les élèves, là, ici, voilà, après, il peut y avoir plein de déclinaisons, mais c'est une piste, bien entendu, où les élèves, en tout cas, on leur donne une échelle sur laquelle ils peuvent se situer sur un niveau de maîtrise. Ça, c'est forcément associé à des critères de réussite qui n'apparaissent pas, et c'est forcément contextualisé à une activité qui est liée à un objectif d'apprentissage et une tâche en particulier. Et où l'élève sait faire la différence, évidemment, entre les deux. En tout cas, de l'aider à s'auto-évaluer par rapport à tous ces critères et surtout de lui permettre, et vous voyez, c'est ce qui est sous l'échelle descriptive, de l'aider à formuler de là où il en est, de ce qu'il a compris et de ce qu'il doit faire pour progresser, pour qu'il puisse justement mobiliser les bonnes stratégies pour atteindre le nouvel objectif. Et ces outils-là, on peut les utiliser en évaluation formative, en évaluation sommative, à chaque fois que l'on va retravailler la compétence. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir on va dire un carnet de progrès, c'est pas sur 10 compétences, ça va être sur 3 ou 4 compétences dans l'année sur laquelle vraiment on veut absolument que les élèves progressent. Et ça peut être aussi un outil de différenciation, bien entendu. Voilà, mais il n'est pas question de faire ça sur tout, bien entendu. Matériellement, c'est absolument pas possible. Mais en tout cas, les compétences sur lesquelles on sait que nos élèves vont avoir le plus de difficultés ou pour certains groupes d'élèves sur lesquels on sait que c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc là, l'élève, il dit j'avais pas compris ce que c'était le paramètre à sa première évaluation. Maintenant, j'ai mieux compris. Bon, voilà, évidemment, il y a eu un travail sur la correction. Et vous voyez là, sur le rôle de l'erreur, il n'y a pas de note ici, mais on essaye de viser une performance liée à un but de maîtrise. Hein, enfin, c'est même pas une performance, du coup, c'est un but de maîtrise et pas forcément là obligatoirement d'une performance. Même si on a besoin, bien sûr, de se repérer avec une performance et puis ça a un effet aussi, bien entendu, sur l'engagement.
Voilà, ça peut prendre d'autres formes. Là, ici, vous l'avez au lycée. Je passe rapidement. Hein, donc, un exemple d'outil enseignant au lycée avec mes progrès sur ce devoir, mes objectifs pour le prochain devoir. En tout cas, l'idée, c'est bien de conscientiser de là où on est et ce qu'on doit faire et ce qu'on doit utiliser pour progresser. Ok. Dernier exemple, pour pas que je vous laisse le temps aux questions, eh bien, des stratégies pour favoriser la compréhension. Alors, je vais essayer d'aller quand même assez vite. Tout ça pour vous dire que, en fait, beaucoup d'élèves ont des difficultés. Oui, on pense que certains élèves comprennent. En fait, la compréhension, ça peut rester très implicite. Et en tout cas, pour que le besoin de compétences, justement, puisse être satisfait, il faut que les élèves puissent se sentir en réussite en comprenant de quoi on parle. D'accord Et ben, c'est pas si évident que ça. Donc, comprendre, c'est quoi? C'est intégrer des nouvelles informations à un réseau de connaissances qu'on a déjà. Et en fait, bon, je passe sur cet exemple-là. Souvent, on parle de la compréhension. Et en réalité, il existe plusieurs niveaux de compréhension. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle une compréhension superficielle. C'est qu'en fait, voilà, on a des idées, c'est souvent associé à des mots, voilà, des éléments qui viennent un peu partout. Voilà, on a des éléments sémantiques qui arrivent. On pense comprendre, on lit un texte, on a à peu près vu les mots qu'on connaissait, c'est bon, on pense avoir compris. Mais on n'est pas forcément capable de généraliser, on n'est pas forcément capable d'expliquer. Alors que la compréhension profonde, c'est justement la capacité de faire des liens, faire des inférences, d'être en capacité d'expliquer des mécanismes plutôt complexes et de relier donc plusieurs types d'informations entre elles. C'est ce qu'on vise, bien entendu, dans l'ensemble des apprentissages, mais c'est souvent ce qui est très difficile à atteindre, bien entendu. Et les élèves, toujours pareil, les moins performants, restent souvent dans une compréhension superficielle et n'ont pas forcément toujours les bonnes stratégies pour accéder à la compréhension profonde. Alors, en SVT, je vous donne un exemple, vous allez pouvoir transférer sur votre discipline. Moi, si on demande souvent, c'est complexe la génétique pour les élèves, si on demande aux élèves ce que c'est qu'un gène, ils vont vous sortir plein de mots, ADN, noyau, chromosome, voilà. Il y a plein de mots qui sortent, mais quelles sont les propriétés de l'ensemble de ces mots? Quelle est la propriété d'un gène? Quel est le rôle d'un gène? Quelles sont les associations que l'on peut faire? Quelles sont les relations de causalité qui existent? Eh ben alors ça, c'est pas si évident que ça. Et ce qu'on aimerait plutôt, donc le premier aspect, c'était pour la compréhension superficielle. Ce qu'on aimerait plutôt, c'est que les élèves accèdent à une compréhension profonde. Et donc, il y a la maîtrise du concept de gène si j'ai compris l'ensemble des éléments là qui sont indiqués en vert, de quoi il s'agit, quel est l'impact de certaines séquences sur justement un codage de l'information, quel est le lien entre les différents éléments, etc. Et dans ce cas seulement, on maîtrise ce concept. Et on peut réussir alors les exercices qui vont être associés à ce concept de gène. Donc pour cela, eh bien, il y a des stratégies pédagogiques qu'on peut mettre en place autour pour favoriser la compréhension et qui sont en lien justement avec l'engagement, les niveaux d'engagement dont nous a parlé aussi Amaël et le fait aussi que voilà, j'avais noté aussi tout ce qui était de l'ordre du besoin de proximité, c'est-à-dire de faire travailler les élèves ensemble. Bon, alors par exemple, on peut leur demander de choisir un schéma, un résumé qui correspond le mieux à la compréhension et justifier son choix. Ça peut se faire tout seul, bien sûr, mais ça peut aussi s'échanger en groupe, ça peut aussi se travailler en groupe. Ça permet de vérifier là où on en est, ça permet de faire du débat aussi entre les élèves, de ceux qui ont le mieux compris, d'expliquer peut-être à ceux qui ont le moins compris, mais évidemment en petite structure. C'est émettre des suppositions, donc c'est engager cognitivement les élèves, c'est établir, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, quand je vous ai proposé pour le petit graphique de la dopamine, c'est établir des tableaux de comparaison, c'est voilà, il y a plein de stratégies possibles, c'est faire des résumés. Et donc, ça, c'est une stratégie plutôt de haut niveau par rapport à juste citer des mots-clés, par exemple, puisqu'on doit faire du lien. En tout cas, tout ce qui va permettre justement de créer des inférences et des liens de causalité. Donc, très rapidement, ça ne sert à rien de le lire, mais c'est voilà, des exemples. Et vous aurez le diaporama d'exercice. On a un texte et on choisit le texte A, B, C, D qui correspond le mieux à l'explication.
Là, ici, on est au lycée, hein, je tiens à préciser. Mais on peut tout à fait adapter ça au collège ou à l'école primaire. Là, voilà, c'est avec un schéma. Là, c'est une carte conceptuelle. On choisit la bonne carte conceptuelle. Et alors, c'est pas une carte mentale, hein. Une carte conceptuelle, c'est bien une carte qui fait ses liens de causalité. Donc, ceci se transforme en, ceci est à l'origine de, ceci conduit à, cela a pour conséquence de, vous voyez, il y a un niveau d'explication qui n'est pas juste mettre du lien sans sens. Et là, on peut vérifier le niveau de compréhension des élèves. Voilà, donc du coup, quelques précautions si on veut vérifier le niveau de compréhension des élèves et les mettre justement en réussite, c'est d'éviter tant que possible de résumer les contenus à la place de l'élève, mais de les engager plutôt cognitivement à les construire avec eux, de leur demander juste la liste des mots-clés, d'éviter de faire que les élèves utilisent systématiquement de la mémorisation pour de la mémorisation, mais en faisant un sens. Et puis, de permettre aux élèves, justement, d'avoir accès à un niveau de compréhension. Et pour ça, alors moi, je ne le vois pas affiché là sur ma diapo, mais bon, je pense que la question s'est affichée. C'est-à-dire que souvent, on peut avoir tendance à poser aux élèves la question « As-tu compris ?» On demande à la classe « C'est bon, vous avez compris ?» Et les élèves disent « Oui ». Et au moment où on passe à l'activité ou à la mise en activité, toutes les mains se lèvent, ou pour le contrôle, toutes les mains se lèvent, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc, en réalité, c'est pas tellement la bonne question, le « as-tu compris ?» On a ce sentiment assez superficiel de compréhension, mais plutôt de se dire, eh bien, qu'avez-vous compris? Donc, je pense que ça, c'est affiché, si je ne me trompe pas. Donc, de passer du « as-tu compris ?» à, voilà, pardon, hop, à « qu'avez-vous compris ?» Donc, c'est plutôt ce niveau-là et ça permet de vérifier justement un niveau de compréhension et d'accéder à une compréhension plus profonde et en tout cas d'essayer d'aider les élèves les plus en difficulté. Bon, et puis dernier point, et j'explique pas plus puisque ce sera ma dernière diapo, pour justement faire en sorte que les élèves puissent aussi acquérir ce besoin d'autonomie, eh bien, c'est d'être en capacité de leur proposer d'associer le travail qu'ils font avec les stratégies à utiliser. Un exemple, c'est toujours aussi un exemple que l'on peut aussi travailler en classe et notamment aussi en équipe, eh bien, c'est de faire une sorte de catégorisation des devoirs. Par exemple, quand je donne un travail aux élèves, est-ce que ce travail, il est plutôt de l'ordre de mémoriser pour pouvoir justement restituer les connaissances absolument essentielles à retenir pour aborder de nouveaux concepts. Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est se poser des questions, utiliser une stratégie de reprise expansée. Est-ce que ce que je donne, c'est fait pour automatiser? Et dans ce cas-là, on doit refaire jusqu'à ce qu'on sache faire. D'accord? OK. Est-ce que ce que je donne comme exercice est plutôt de l'ordre du transfert pour pouvoir utiliser dans un nouveau contexte? Et dans ce cas-là, la stratégie, c'est chercher les différents exemples, dans les différents exemples qu'on a étudiés, eh bien, ce qui peut être commun, et donc d'en dégager des invariants. Savoir refaire, évidemment, pour s'entraîner. Et puis, est-ce que c'est de l'ordre de comprendre? Et dans ce cas-là, d'être en capacité, non pas, vous voyez, comme on l'a dit, de citer des mots sans sens, mais en tout cas d'être en capacité donc de réexpliquer et de réexpliquer sous différentes formes. Donc ça, bien entendu, on le fait en classe, mais c'est pas toujours formalisé. Et en tout cas, même si on le dit aux élèves, eh bien, ça veut dire quand même qu'il faut leur proposer toute situation, on va y revenir et on va les aider à conscientiser, bien entendu, toutes ces pistes et toutes ces stratégies. Voilà, donc j'ai essayé d'illustrer avec l'approche aussi des sciences cognitives, la psychologie cognitive expérimentale, les quelques apports d'outils concrets qu'on peut implémenter en classe. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous laisse revenir sur les questions peut-être auprès d'Amaël et sur les outils éventuellement si vous avez besoin. Merci beaucoup Isabelle et merci Amaël. Donc on attend les questions si vous en avez. Ah oui, mais il faut qu'on mette les micros là.
mais dans le chat, ou sinon on vous donne la parole si vous le souhaitez. Il nous reste quelques minutes pour les échanges. Alors, je vois qu'il y a des personnes Ouais, qui... Amaël, peut-être qu'il y a des éléments sur lesquels tu souhaites revenir, puisque là, j'ai présenté des outils très, très pragmatiques, finalement, de la classe. Est-ce qu'il y a des éléments qui font écho aussi à des choses que tu observes, toi, dans l'approche que tu nous as présentée avec les collèges? Non, je voudrais juste souligner vraiment bravo Isabelle sur ta capacité à articuler les deux moments de la présentation. Non, mais bien sûr, ça fait écho. C'est deux champs scientifiques, deux disciplines scientifiques différentes, mais qui finalement, on voit, expliquent les choses différemment, mais aboutissent quand même à des outils qui, pour la plupart, enfin, il y a des différences, mais pour la plupart, finalement, sont communs. Hein. Les leviers sont bien. Donc c'est ça qui est intéressant. On voit bien la catégorisation des devoirs. C'est un élément de structure et un élément de sens. Hein. Donc ça C'est ça. correspond bien au pilier des théories socio-cognitives. Voilà, en fait, c'est ça, c'était ce qui est important aussi que nos collègues puissent se rendre compte qu'il n'y a pas en fait, dans toutes les approches auprès des élèves, il y a jamais d'opposition, il y a toujours que des complémentarités. C'est voilà, les différents outils qu'on peut utiliser en classe, en tout cas, c'est toujours une histoire de formalisation auprès des élèves, en fait, et d'explicitation le plus possible. Il y a une question qui a été posée dans le chat, Isabelle ou Amaël, si vous voulez y répondre. Enfin, c'est une observation peut-être. Sur ce qui est lourd là pour les progrès. Oui, c'est pour ça que je disais en fait c'est un exemple bien entendu voilà, c'est une piste, mais l'idée c'est bien d'amener les élèves à réfléchir sur où est-ce qu'ils en sont de leur réussite. On est voilà, et ça peut pas être fait peut-être sur toutes les compétences, mais c'est ce que disait Amel hein, sur le besoin de compétences, c'est-à-dire que c'est bien d'identifier ce qu'on sait faire, et bien il faut aussi que ce soit explicité. Il faut qu'on ait aussi des outils très explicites pour les élèves qui puissent arriver à se situer, parce que on a souvent une évaluation sommative, on leur donne, hein, ils ont les notes, ils ont les appréciations sur les copies, mais voilà, ils peuvent aussi avoir des grilles, hein, bien entendu, de critères de réussite, mais quand est-ce que je sais si je maîtrise ou pas, en fait? C'est ça, qu'est-ce qui m'indique que je ne maîtrise ou pas? Et même quand on a des critères de réussite, ok, ça j'ai fait, mais globalement, si je suis placée de façon très autonome dans la réalisation d'une tâche, eh bien, est-ce que je suis en capacité de repérer si je la maîtrise ou pas de façon interne et pas forcément toujours de façon externe par l'intermédiaire de l'enseignant. Amaël, je ne sais pas si toi, tu as des choses à... Non, je suis d'accord avec toi. Et la possibilité de savoir où on est et savoir où on va, c'est hyper important. Au-delà au-delà des feedbacks des enseignants. C'est un élément de maîtrise. Voilà. Et en fait, ça fait partie du feedback donné par l'enseignant, mais la lourdeur, elle ne vient que si on est trop ambitieux dans le nombre de compétences que l'on souhaite. Voilà, c'est pour ça que je disais que ça ne peut être si on s'engage dans l'utilisation de ce type d'outils. Voilà, il y a plein d'autres stratégies pédagogiques, mais si c'est le cas, il faut voilà cibler sur les compétences sur lesquelles on sait. Ça a été évoqué sur les groupes de besoins, par exemple. Hein, le travail en petits groupes, elle est intéressante si on change un peu les pratiques aussi, et si on fait pas tout à fait la même chose peut-être que ce que l'on fait en grand groupe. Et donc peut-être que en ciblant sur 2-3 compétences sur lesquelles on sait qu'il y a des élèves qui sont en grande difficulté, eh bien de les aider à identifier finalement qu'ils progressent, de voir qu'ils progressent sur ces compétences-là, eh bien ça, c'est quelque chose qui est plutôt engageant pour eux. Mais on ne peut pas le faire sur tout, et si ça devient l'usine à gaz parce qu'on a 10 compétences à suivre pour 36 élèves, ça ne va pas être possible. Ça, c'est la réalité de la classe. Et c'est le poids dont on parle tout à l'heure, de la pression qu'on peut avoir tendance aussi à avoir. Comme tu disais à Maëlle, hein, ça peut faire l'objet d'une pression par rapport à l'évaluation des élèves et tout ça. En fait, il faut choisir un peu ces combats. Voilà, j'essaye, moi, de porter aussi l'idée en classe. Il faut choisir les éléments sur lesquels ça a le plus d'importance par rapport aux difficultés de nos élèves. Alors, il y a une question pour Amaëlle. Oui, c'est ça. Ok.
Je la lis. Je vais commencer par la fin. Je vais commencer par la fin. Les profils PPS, avez-vous quelques retours? Oui. Alors, les modalités de scolarisation, PAP, accompagnement de l'ULIS et SECPA, sont autant dans les profils adaptatifs que les élèves typiques en fin de sixième. Même s'ils sont davantage dans les profils scolaires et qui sont sous-représentés dans les profils autonomes. En revanche, les élèves avec PPS accompagnés par les AESH, sont davantage dans les profils non adaptatifs vis-à-vis de l'école, à savoir les en dehors et les à côté d'eux. Tout simplement, voilà, ça veut dire, c'est pas les AESH qui sont visés du tout, hein. C'est peut-être les modalités d'accompagnement des AESH et de la formation des AESH, en fait, qui est questionné ici. Et puis, voilà. Autre indicateur, c'est que les éducations prioritaires, c'est pareil. Il n'y a pas de distinction avec les élèves sans éducation prioritaire. Enfin, dans les Hauts-de-France, Normandie, c'est plutôt de là où il y a des profils les moins adaptatifs, c'est plutôt en rural, isolé, notamment à tradition industrielle. Ensuite, le rôle de la récompense, selon le profil. Oui, on sait qu'une récompense qui est systématisée avec un résultat, c'est ce que donne la recherche, provoque finalement une dépendance vis-à-vis de la récompense, et donc favorise des motivations contraintes. Mais peut-être que pour le profil en dehors, peut-être que c'est nécessaire. En revanche, les récompenses, mais on ne sait pas encore. Peut-être que les récompenses qui semblent les plus efficaces sont les récompenses finalement non anticipées. C'est-à-dire, on a bien travaillé à un moment donné, on a été engagé sur une séance, et puis finalement, on a une forme de récompense à la fin à laquelle on ne s'attendait pas. Et ça, il semble que c'est plus d'effets positifs que la récompense qui est systématisée ou conditionnée à un résultat. Néanmoins, sur les élèves, il me semble que la récompense, l'utilisation, c'est avant tout sur les élèves décrochés. Hein, on ne va pas donner des récompenses à des élèves qui sont motivés de manière autonome, puisqu'on sait qu'on va créer des formes de motivation contraintes. Mais par contre, sur les élèves, voilà, qui sont. Et puis il y a aussi les profils besoins éducatifs particuliers avec certains élèves, notamment les plus jeunes, où il y a les effets où les effets renforçateurs sont importants. Je pense notamment aux élèves avec des troubles du spectre autistique, qui sont très utilisés dans le cadre. Les renforçateurs sont très utilisés pour le conditionnement des comportements. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais. Moi, je compléterais, comme tu disais, Amel, sur les récompenses, effectivement, le fait que les élèves, justement, à un moment donné, on s'y attendait pas, ça a bien fonctionné, ils se sont bien engagés, ils ont bien travaillé. C'est intéressant, justement, de revenir sur les approches métacognitives en se disant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré? Parce que il y a bien sûr l'enseignant, hein, de la part de ce qu'il fait, mais aussi dans le comportement des élèves. Et les faire conscientiser, eh bien, c'est aussi leur apprendre à dire, voilà, de bien identifier, et de verbaliser, et de bien mettre en mots finalement la stratégie qui a été la plus efficace pour être. Bon, après, c'est pas, voilà, on sait que ça peut aussi fluctuer, mais en tout cas, c'est un élément qui peut être aussi qui est intéressant. Et la question, moi, qu'on me pose des fois, c'est sur les fiches mémo, par exemple. Moi, si jamais on utilise des stratégies de mémorisation, on note ou on note pas? Et ben voilà, c'est exactement ce que tu dis, Amaëlle. Sur les élèves qui sont plus en difficulté, et ben finalement, c'est pas si mal que ça de noter un peu, mais faut pas se dire que ça doit être le Graal. Hein, c'est pas ça qui va faire que je vais maîtriser entièrement, mais n'empêche que d'engager les élèves à avoir quand même cette petite récompense, c'est un premier pas. Et après, on se rend compte que finalement, ils vont davantage maîtriser d'autres éléments plus complexes et qui sont pas forcément notés, qui sont pas, mais en tout cas, ils en prennent conscience. Tout à fait d'accord. Merci. Alors, il y a encore une question qui arrive, je crois qu'elle est pour toi, Isabelle. Ouais, donc en fait, pour répondre au nombre de choix sur les compétences, non, il n'y a absolument rien d'officiel parce que on n'a pas, bien entendu, d'études qui permettent de dire il faut travailler tant de compétences, etc. Puisque c'est vraiment en fonction, en tant qu'expert, pédagogue, c'est à l'enseignant de choisir les compétences qui lui semblent les plus pertinentes pour engager réellement les élèves dans un projet de progrès. Voyez. Donc, pourquoi je dis 4 ? Parce que de façon raisonnable, donc moi ce que j'observe en classe,
Et quand je travaille avec les enseignants, quand voilà, on essaye dans les groupes de travail de voir comment on peut implémenter ces outils-là, on se rend compte qu'en fait, avoir trop de compétences à suivre, c'est compliqué. On n'a pas le temps. Donc, sinon, on passerait qu'à ça, quoi. Et c'est pas possible. Donc, c'est plutôt, voilà, de bien identifier les besoins des élèves. Voilà. Merci Isabelle. Alors, la récompense, est-ce que c'est forcément la note? Amael, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Voilà, c'est réponse. Il a répondu. Ouais. Ça peut être un mot, ouais, aux familles, par exemple, C'est un autre exemple. Hein, c'est pas toujours la note. Ça peut être un droit supplémentaire aussi. Enfin, il y a différentes manières d'utiliser la récompense. Un droit, ouais. Tout à fait. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions venant des participants, j'ai envie de poser moi une question qui concerne surtout l'institution, puisque nous avons deux représentants institutionnels, donc l'éducation nationale, on a l'université, notamment l'ISPE, et on voit comment en fait l'apprentissage et l'enseignement ne vont pas de soi. C'est construit et enfin c'est structuré. Il y a des stratégies qu'on doit mettre en place et de façon efficace. Alors, comment on peut transposer ça dans la formation? Amael parlait de formation tout à l'heure. Comment on peut transposer ça dans la formation initiale, notamment? Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui va être fait pour, on va dire, sécuriser tout cela? Ok, il faut que je sois rapide. C'est une question complexe. Non, mais en fait, il y a deux grandes manières d'intégrer dans les formations les apports de la recherche. Bon, déjà, il faut savoir que la recherche, dans le cadre de l'enseignement, c'est quand même très récent. Voilà, dans le domaine francophone, la recherche sur enfin, je parle pas de toutes les recherches, pas de la recherche par la preuve, c'est-à-dire la probabilité, etc. Donc, c'est quand même très, très récent. Et donc, forcément, l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. C'est ça qui est gênant. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, dire c'est facile à un élève, eh ben non, c'est pas du tout motivant. C'est l'inverse. Donc, ça, c'est contre-intuitif. Vous voyez, donc il y a plus de choses. Et en fait, le truc, c'est que les enseignants débutants, et ça va avec la réforme, ça va s'accentuer parce qu'ils ont peu d'expérience quand ils vont arriver en alternance. Et ou pas du tout, plutôt. Et donc, le tout, c'est qu'il y a des croyances qui sont fausses. Et donc, il s'agit d'abord de déconstruire les croyances. Isabelle a parlé tout à l'heure de connecter à des choses que l'on connaît déjà. Ça rejoint ça, c'est-à-dire qu'une approche constructive, ça veut dire qu'il faut qu'on parte des croyances déformées que l'on a à former et à développer. Donc, ça signifie que le simple cours magistral avec exposé de connaissances tel qu'on a fait aujourd'hui, Isabelle et moi, ne suffira pas. Il est très intéressant et il est utile, mais il doit être complété par d'autres formes et d'autres modalités de formation et d'autres pratiques. Et donc, il y a un élément qui est important, il y a le fait, effectivement, avec les TD, d'avoir des formes d'application, d'analyse de pratiques vidéo, de classe, pour s'immerger. Nous, on a une centre de simulation, on fait venir des classes pour que les profs débutants puissent voir d'une autre pièce ce qui s'y passe et analyser. Mais ça, c'est intéressant. C'est la première forme d'articulation. Donc, le cours magistral avec des données récentes, probantes, et puis des TD, des formes pas d'application, mais d'appropriation de ce qui s'est fait dans les CM, dans les conférences. Mais il y a la deuxième chose, c'est la pratique de la recherche. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire des chercheurs. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire des enseignants et de fabriquer des enseignants. Mais la pratique de la recherche, ça permet quand même d'avoir un regard critique sur ce qui se passe, parce que c'est important de savoir comment sont fabriquées les connaissances. On peut, et c'est souvent le cas, des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on se sert d'une étude pour justifier une politique publique ou pour justifier une manière de faire en classe. Mais en fait, il est très important de comprendre comment se construisent les connaissances. Isabelle a parlé d'échantillonnage tout à l'heure, enfin des échantillons restreints, mais il y a aussi quels outils de mesure on utilise. Ça va changer les résultats. Donc, je pense que c'est important d'apprendre aux enseignants parce que les enseignants sont curieux au niveau intellectuel. Et je le vois tous les jours, on va beaucoup dans les établissements. Et justement, la formation initiale
l'objectif, c'est pas justement de lire des articles scientifiques, etc., mais de savoir à un moment, aller chercher une information pour dire, ben, je vois dans quelles conditions est fabriquée la connaissance, dans quel contexte ce levier-là, il a été montré comme efficace. Vous voyez, et ça, c'est important. Parce qu'un levier, Isabelle l'a dit, un levier va être efficace dans un contexte et pas dans un autre. Et donc, c'est très important d'identifier les contextes d'efficacité des leviers probants que l'on enseigne aux jeunes enseignants. Oui, et c'est une façon de dépasser juste, moi j'observe sur quelques élèves que j'ai dans ma classe, quoi. Aussi. Voilà. Mais... Merci. Merci beaucoup Amaël et Isabelle d'avoir répondu à ma question et aux questions des participants, et merci tout court d'avoir accepté de participer, d'animer ce webinaire riche et passionnant. Donc, merci aux participants aussi d'être restés jusqu'à 18h10. Nous avons dépassé un petit peu, mais nous arrivons du coup à la conclusion du webinaire. Nous rappelons aux participants que le replay sera disponible dans quelques jours et que nous allons déposer dès ce soir les supports d'Isabelle et Amaël dans l'espace magistère. Voilà, donc merci à toutes et tous. Et nous vous rappelons également le dernier webinaire qui aura lieu le 11 juin à 11h normalement sur l'économie de l'attention. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci Amaël. Merci pour l'invitation.